Bonjour, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai transformé mon salon pour vous faire un récap en fait de la Révolution verte. Bon, j'ai eu une super mauvaise idée sur la photo. J'ai mis le mot verte en vert pour faire un clin d'œil, mais en fait, on n'y voit absolument rien. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai en fait passer cette fiche sous forme de photo demain. Alors, je vais vous parler de la révolution verte en Inde en particulier, mais cette révolution verte, elle a eu lieu dans des pays très pauvres qui se trouvent aussi autour de l'Inde. Mais on connaît celle de l'Inde parce qu'elle a fonctionné. Les autres, c'est pas tout à fait ça. Alors déjà, je vais vous donner des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En 1947, il y avait 300 millions d'habitants en Inde. En 2020, actuellement, il y a 1,3 milliard d'habitants. Augmentation incroyable de la population. Et donc, il s'est posé très tôt la question, comment nourrir toute cette population? Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, malgré cette révolution verte qui a permis à la population de mieux manger et d'être en sécurité alimentaire, il y a encore 200 millions d'habitants qui sont en sous-alimentation en Inde. Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution verte? J'espère que vous me voyez. Normalement, c'est un paquet technique. C'est-à-dire que c'est un paquet où on a décidé de mettre des technologies en route. Alors, quelles sont les 3 technologies de cette révolution verte? La première, faire des semences à haut rendement. Deuxième, utiliser les produits chimiques. Alors là, dans la révolution verte, vert ne veut pas dire bio. Vous avez compris? Là, c'est produits chimiques à fond. Et troisième, développer l'irrigation. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous l'avez sur votre carte, dans votre dossier. L'Inde est bordée de mer ou du golfe de Bengale. C'est de la mer salée. Impossible d'utiliser l'eau de la mer pour cultiver les sols, sinon ça détruirait tout. Et puis ils n'ont pas les moyens, pas l'argent pour utiliser des machines qui enlèveraient l'eau pour la rendre potable. Donc, vous voyez qu'au centre, d'accord, de l'Inde, il y a quand même moins de culture que sur les côtes, puisque en fait les côtes ont des fleuves intérieurs et ils ont détourné ces fleuves pour faire de l'irrigation. Donc ça, c'est quand même une très bonne idée. Mais un paysan n'est pas capable de faire ces 3 techniques tout seul. Donc il a eu besoin d'aide. L'aide de l'État. L'État a joué 3 rôles. Le premier, il a subventionné les semences, c'est-à-dire les graines. Ensuite, il a garanti les prix. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un produit, le produit sera toujours le même, peu importe où vous êtes. Troisième, il a facilité en fait les crédits. C'est-à-dire que pour acheter du matériel, alors attention, on n'est pas sur de la grosse mécanique à l'américaine, mais pour acheter du matériel agricole, il faut de l'argent. Donc, il faut demander aux banques un crédit. Eh bien, l'État va jouer le rôle de garant de ces crédits pour ces agriculteurs. Par contre, cette agriculture reste peu, voire pas du tout mécanisée. C'est-à-dire qu'ils utilisent encore des bœufs, des morceaux de bois, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de machine. Et il y a également beaucoup de femmes qui travaillent dans les rizières en particulier. Vous voyez, c'est tout ce qui est en vert sur ma carte ici. Tout simplement parce que il faut les faire travailler et que c'est un métier ingrat et donc on fait travailler les femmes. N'oubliez pas qu'en Inde, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est très très loin d'être le cas. Il va y avoir des conséquences. Conséquences économiques d'abord. Alors économiques tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de produire de plus en plus comme ça a été le cas en 1947 au début vraiment de la Révolution verte. Là, ça stagne. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire plus
a déjà. Deuxièmement, il y a une conséquence sociale. Je vous ai dit, il y a au centre de l'Inde des régions qui sont peu touchées en fait par par la révolution verte et l'agriculture. Donc, il y a encore 20% de la population en Inde qui souffre de sous-alimentation. Troisième conséquence territoriale. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, et là je pense, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous regarderez, vous ferez un zoom avec la photo que je vous enverrai. Il y a des régions ici qui sont gris, tout en grise. Ces régions se trouvent à côté du Pakistan, entre la Chine et le Pakistan, et puis surtout à côté en fait de la Birmanie. Eh bien, ces zones n'ont pas été touchées par la révolution verte. Donc, il n'y a pas le projet technique plus le rôle de l'État qui interviennent dans ces régions. Quatrième conséquence, et là c'est la plus grave, c'est les conséquences environnementales. C'est bien de vouloir irriguer à tout prix. Il y a 1,3 milliard d'habitants qu'il faut nourrir. Donc, l'agriculture a besoin de beaucoup d'eau. Mais il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à force d'arroser les sols, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ils arrosent les sols, et quand on arrose trop les sols, l'eau, en lien avec la terre, va créer du sel. C'est ce qu'on appelle la salinisation. Trop de sel fait tuer les rendements et surtout les semences. Et dernière chose, ils utilisent tellement de produits chimiques que l'eau est polluée. Voilà, j'espère que j'ai répondu quand même à toutes, en tout cas à une partie de vos questions. J'attends vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle journée. Allez, bisous les filles!